Antoine Dubois se tenait devant la fenêtre de son bureau au 30e étage de Dubois & Fils, observant la ville en contrebas. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais son cœur restait vide. 20 ans avaient passé depuis qu'il avait laissé qui que ce soit s'approcher de lui, depuis que Sophie Lefebvre l'avait quitté à l'hôtel. Le souvenir piquait encore, même après toutes ces années. La voix de sa secrétaire crépita dans l'interphone. « Monsieur Dubois, la réunion du conseil d'administration commence dans 5 minutes. » Antoine rajusta sa cravate et prit sa mallette. Un jour de plus, une réunion de plus où il devrait défendre son choix de rester célibataire. Les membres du conseil le poussaient constamment à se caser, inquiets pour l'image de l'entreprise. Il ne comprenait pas qu'il préférait être seul plutôt que de risquer de se faire à nouveau blesser. La descente en ascenseur jusqu'à la salle de conférence fut rapide, mais ses pensées dérivaient vers la conversation qu'il avait avec sa mère la veille au soir. Elle essayait sans cesse de le mettre en relation avec les filles des amis de son cercle privé. « Tu ne rajeunis pas », lui avait-elle dit. « L'entreprise a besoin d'un héritier. » La réunion s'éternisa, comme d'habitude. Antoine vérifia sa montre. Il devait aller aux toilettes. Il s'excusa et descendit le couloir silencieux jusqu'à la salle de bain des cadres. Alors qu'il poussait la porte, il heurta violemment quelqu'un qui sortait en courant. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. » La voix d'une femme emplit l'air tandis que des papiers se dispersaient partout. « Je sais que je ne suis pas censé être ici, mais les toilettes femmes sont en cours de nettoyage et j'avais vraiment besoin d'aller. » Antoine baissa les yeux pour voir une magnifique femme noire en uniforme de femme de ménage s'affairer à ramasser ses papiers. Son badge indiquait Aïcha Diallo. « Je vais perdre mon emploi, » murmura Aïcha au bord des larmes. « Je viens juste de commencer ici la semaine dernière et j'ai vraiment besoin de ce travail. Les factures médicales de mon fils... » Quelque chose dans sa voix toucha une part d'Antoine qu'il croyait morte depuis longtemps. Au lieu d'appeler le service de sécurité comme il le ferait normalement, il se retrouva à genoux pour l'aider à ramasser les papiers. « Ce n'est pas grave, » se surprit-il à dire. « Je ne dirai rien à personne. » Leurs mains se touchèrent alors qu'ils cherchaient tous les deux le même papier. Aïcha recula rapidement, mais pas avant qu'Antoine ne sente une décharge d'électricité le parcourir. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois en 20 ans, Antoine sentit ses murs soigneusement construits commencer à craquer. « Merci, » murmura Aïcha, serrant ses papiers contre sa poitrine. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » Alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse, Antoine resta figé sur place. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de ses yeux remplis d'inquiétude et de détermination. Il avait vu des centaines de femmes magnifiques au fil des 15 ans, mais quelque chose chez Aïcha était différent. Elle n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir son argent. Elle était juste une mère travailleuse, essayant de s'occuper de son enfant. De retour dans la salle de réunion, Antoine ne pouvait pas se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à Aïcha. Il se retrouva à s'interroger sur son fils, sur le type de facture médicale auquel ils étaient confrontés. Avant même de s'en rendre compte, il demandait à son assistante de lui obtenir le dossier personnel d'Aïcha. Ce soir-là, dans son appartement de luxe vide, Antoine était assis avec le dossier d'Aïcha ouvert sur son bureau. Aïcha Diallo, mère célibataire de Théo, 8 ans. Théo avait reçu un diagnostic de maladie cardiaque rare. L'assurance en couvrait une partie, mais la famille était engloutie par les dettes médicales. Antoine ferma le dossier et alla à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pendant 20 ans, il avait gardé son cœur enfermé, protégé derrière des murs d'argent et de pouvoir. Mais maintenant, debout là, pensant à Aïcha et à son fils, il sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Son téléphone vibra. Un autre texto de sa mère au sujet d'une autre mondain éligible. Antoine l'ignora. Pour la première fois depuis des décennies, il ne s'intéressait pas au rôle. S'ouvrit en grand. Une femme grande et élégante dans la soixantaine fit irruption, suivie d'une secrétaire affolée essayant de l'arrêter. « Antoine, chéri, je t'appelle toute la matinée au sujet du gala. » La femme s'arrêta, nette en voyant Aïcha dans son uniforme de femme de ménage. « Oh, je ne m'étais pas rendu compte que tu étais occupée. »« Mère, » dit Antoine, la voix tendue, « voici Madame Diallo. Elle discute d'une affaire importante de la société avec moi. » Les yeux de Vivienne Dubois se rétrécirent
lorsqu'elle observa Aïcha de haut en bas. « Bien sûr qu'elle l'est. Eh bien, ne me laisse pas interrompre. Mais Antoine, nous devons discuter du placement des invités. J'ai invité la fille du préfet spécialement pour te rencontrer. » Après le départ de sa mère, un silence gêné emplit la pièce. Aïcha remua sur ses pieds, se sentant plus mal à l'aise que jamais. « Je suis désolé pour ça, » dit Antoine. « Pour le café, monsieur Dubois ?» Aïcha l'interrompit doucement. « J'apprécie tout ce que vous voulez faire pour Théo. Mais je pense que nous savons tous les deux qu'une personne comme moi qui prend un café avec une personne comme vous causerait plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine. » Elle se retourna pour partir, mais Antoine l'appela. « Aïcha, attendez. » Elle s'arrêta à la porte, le cœur battant. « Au moins, laissez-moi aider Théo, » dit-il. « Quoi qu'il arrive, laissez-moi faire au moins ça. » Aïcha hocha la tête, incapable de parler à cause de ses larmes. Alors qu'elle retournait à son chariot de nettoyage, elle sentait le regard désapprobateur de Vivienne Dubois au bout du couloir. Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'une tempête qui allait ébranler les fondements de leur deux vies. Dans son bureau, Antoine était assis à son bureau, la tête dans les mains. Pour la première fois en 20 ans, il voulait tendre la main à quelqu'un, briser les murs qu'il avait construits. Mais l'interruption de sa mère lui avait rappelé exactement pourquoi il avait construit ces murs. Le monde dans lequel il vivait, les attentes, les jugements, tout. Cela l'avait déjà étouffé une fois. Mais en pensant aux yeux d'Aïcha, remplis à la fois de fierté et d'inquiétude, il réalisa que quelque chose avait changé. Les murs qu'il avait protégés pendant si longtemps ressemblaient maintenant à une prison. Et quelque part au fond de lui, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 20 ans chuchotait que peut-être, juste peut-être, il était temps de se libérer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre au bureau, et Aïcha ne pouvait pas arrêter de penser à l'offre d'Antoine. L'état de Théo empirait, et les médecins insistaient pour une opération au plus tôt. Elle était assise à sa petite table de cuisine, regardant la pile de factures médicales, lorsque son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Madame Diallo, nous devons programmer l'opération de Théo pour la semaine prochaine. L'affection cardiaque s'est détériorée plus rapidement que prévu. » Les mains d'Aïcha se mirent à trembler. « La semaine prochaine, mais je n'ai pas encore trouvé comment payer. J'ai besoin de plus de temps. Madame Diallo, votre fils n'a plus de temps. » Après avoir raccroché, Aïcha éclata en sanglots. Sa mère la trouva ainsi lorsqu'elle ramena Théo de l'école. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Théo, son petit visage inquiet. Même à 8 ans, il essayait si fort d'être courageux, de faire semblant de ne pas être malade. « Ce n'est rien, mon chéri », essuya rapidement Aïcha ses larmes. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Mais sa mère, Ginette, ne se laissa pas berner. Après avoir envoyé Théo dans sa chambre pour faire ses devoirs, elle s'assit en face d'Aïcha. « Ma chérie, tu dois accepter l'aide de cet homme. Ta fierté ne vaut pas la vie de Théo. » Pendant ce temps, chez Dubois & Fils, Antoine menait ses propres batailles. Sa mère avait campé dans son bureau, passant en revue la liste des invités pour le gala à venir. « La fille du préfet, Chloé, est récemment divorcée, » disait Vivienne Dubois. « Elle vient d'une excellente famille et elle a exactement ton âge. » Antoine n'écoutait pas. Il regardait par la fenêtre de son bureau Aïcha nettoyer les bureaux de l'autre côté du couloir. Elle avait l'air fatiguée, inquiète. « Antoine, tu m'écoutes au moins ? Mère, je ne suis intéressé ni par Chloé ni par aucune autre femme que tu essaies de me présenter. » Vivienne suivit son regard et son visage se durcit. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne penses toujours pas à cette femme de ménage. Antoine, nous avons travaillé trop dur pour maintenir notre position dans la haute société parisienne. Tu ne peux pas tout jeter par-dessus bord à cause d'un sentiment de culpabilité déplacé. » Culpabilité ? Antoine se tourna pour faire face à sa mère. « C'est ce que tu penses que c'est ? Qu'est-ce que ce pourrait être d'autre ? Depuis que Sophie t'a quitté, cela n'a rien à voir avec Sophie. » La voix d'Antoine s'éleva. « Pendant 20 ans, j'ai vécu exactement comme tu le voulais. J'ai été le fils parfait, le PDG parfait. Mais je suis fatigué, mère, je suis fatigué d'être seul. » Vivienne se redressa. « Tu ne penses pas clairement. Cette femme est après ton argent, comme toutes les autres. Tiens, a refusé mon aide, » dit Antoine tranquillement. « Elle est la première femme en 20 ans qui m'a regardé et a vu une personne, pas un compte bancaire. » Avant que Vivienne ne puisse répondre, la secrétaire d'Antoine sonna. « Monsieur Dubois, il y a un appel urgent de l'hôpital Necker Enfant malade en ligne 1. » Antoine décrocha le téléphone, surpris.
Sa surprise tourna à l'inquiétude en écoutant. « Oui, je comprends. Je vais m'en occuper immédiatement. » Après avoir raccroché, il prit son manteau. « Où vas-tu » demanda Vivienne. « Nous n'avons pas fini ici. Théo Diallo vient d'être admis aux urgences. Son affection cardiaque est critique. » Le visage de Vivienne s'adoucit légèrement. « Antoine, je sais que tu veux aider, mais... » « Plus de mais, mère. J'ai laissé la peur contrôler ma vie pendant 20 ans. Je t'ai laissé contrôler ma vie. Plus maintenant. » Il trouva Aïcha dans la salle d'attente de l'hôpital, seule et terrifiée. Lorsqu'elle le vit, ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Dubois, comment avez-vous... » « L'hôpital m'a appelé. Je suis indiqué comme contact financier d'urgence pour Théo. » Aïcha sembla confuse. « Mais je n'ai jamais... » « Je m'en suis occupé le lendemain de notre conversation, » admit Antoine. « Je savais que tu étais trop fier pour demander de l'aide, mais je ne pouvais pas ne rien faire. Ils disent qu'il a besoin d'une opération immédiatement. » La voix d'Aïcha se brisa. « Mais même avec mon assurance, c'est déjà réglé, » dit Antoine doucement. « Tout. » Aïcha le regarda longuement, puis fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle le serra dans ses bras. Antoine resta figé un instant, puis lentement, il passa ses bras autour d'elle. C'était la première fois en 20 ans qu'il tenait quelqu'un comme ça, et cela ressemblait à un retour à la maison. Une voix toussa derrière eux. Ils se retournèrent pour voir Vivienne Dubois debout là, le visage impénétrable. « Mère » commença Antoine, mais Vivienne leva la main. « La fille du préfet vient d'appeler pour confirmer sa présence au gala, » dit-elle. Puis après une longue pause, elle ajouta « Peut-être devrions-nous inviter Madame Diallo aussi. » Antoine et Aïcha échangèrent des regards choqués. Avant que quiconque ne puisse répondre, un médecin apparut. « Madame Diallo, votre fils vous demande. » Alors qu'Aïcha se précipitait dans la chambre de Tessuke, Antoine la regardait partir, le cœur plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Sa mère le au bras. « Elle n'est rien comme Sophie, » dit Vivienne doucement. « Car non, » acquiesça Antoine. « Elle est meilleure. » Dans la chambre d'hôpital de Théo, Aïcha tenait la main de son fils pendant qu'il dormait. « Elle n'est rien comme Sophie, » dit Vivienne doucement. « Non, » acquiesça Antoine. « Elle est meilleure. » Dans la chambre d'hôpital de Théo, Aïcha tenait la main de son fils pendant qu'il dormait. Après des années, elle ressentait de l'espoir. Devant la chambre, Antoine Dubois veillait, son cœur commençant enfin à dégeler après 20 années de glace. Et quelque part dans la chapelle de l'hôpital, Vivienne Dubois alluma une bougie et murmura une prière, non pas pour la position sociale de son fils, mais pour son bonheur. Parfois, se rendit-elle compte, l'amour arrive dans des colis inattendus, et les murs que nous construisons pour nous protéger deviennent les choses mêmes que nous devons démolir pour vraiment vivre. La nouvelle de la visite d'Antoine Dubois à l'hôpital se répandit dans la haute société parisienne comme une traînée de poudre. Les tabloïds se régalaient, le cœur. De glace de Dubois fond pour une femme de ménage. Les gros titres étaient partout, et la vie simple d'Aïcha était bouleversée. Au travail, les autres femmes de ménage commencèrent à la traiter différemment. Certaines étaient jalouses. D'autres étaient enthousiastes. Mais toutes voulaient connaître l'histoire. Aïcha gardait la tête basse et se concentrait sur son travail, essayant d'ignorer les chuchotements qui la suivaient dans les couloirs. L'opération de Théo était prévue pour la semaine suivante. Il était toujours à l'hôpital, devenant plus fort avant l'intervention. Aïcha passait chaque instant libre à ses côtés, lui lisant des histoires et jouant à des jeux de société. Ce qui l'a surpris le plus, c'est qu'Antoine la visitait aussi tous les jours. Et puis le dragon dit... Antoine lisait à Théo un après-midi lorsque Sophie Lefebvre entra dans la chambre d'hôpital. Sophie, la femme qui avait quitté Antoine devant l'hôtel il y a 20 ans. Elle ressemblait exactement à ses photos de magazine People, cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtements de créateur, pas une ride en vue malgré la quarantaine. Tiens, la voix de Sophie suintait une fausse douceur. Les rumeurs sont vraies, Antoine Dubois est enfin sorti de sa grotte. Théo leva les yeux de son livre, confus. Aïcha sentit son cœur s'emballer en voyant le visage d'Antoine pâlir. « C'est Sophie, dit-il, la voix tendue. Que fais-tu ici? Une vieille amie ne peut-elle pas rendre visite ?» Sophie s'avança dans la chambre, ses talons aiguilles claquant sur le sol. « Quand j'ai appris que vous passiez du temps à l'hôpital avec une femme de ménage et son enfant malade, j'ai dû le voir de mes propres yeux. » Aïcha se leva, la voix de sa mère résonnant dans sa tête lui disant d'être forte.
Je pense que vous devriez partir. » Sophie la regarda comme si elle était quelque chose de collé au bas de sa chaussure. « Chérie, savez-vous à qui vous avez affaire? Antoine n'a pas de relation. Il n'en a pas eu depuis que vous m'avez quitté devant l'hôtel, » termina Antoine, se levant. « Mais c'était la meilleure chose que vous ayez jamais faite pour moi, Sophie. Car si vous ne l'aviez pas fait, j'aurais peut-être fini par épouser quelqu'un qui ne se souciait que de mon argent et de mon statut social. » La petite voix de Théo s'éleva du lit. « Est-ce la méchante dame de votre histoire, monsieur Dubois ?» Tous se tournèrent pour le regarder. Antoine avait raconté des contes de fées à Théo, changeant les personnages pour qu'ils correspondant à leur situation. Un prince qui s'était enfermé dans une tour, jusqu'à ce qu'une femme au grand cœur et son fils courageux lui montrent comment aimer à nouveau. Le visage de Sophie devint rouge. « Je vois que vous les avez déjà sous votre emprise. C'est-elle le contrat prénuptial que vous m'avez fait signer, tous les obstacles que vous m'avez fait franchir pour prouver que je ne voulais pas votre argent? Ça suffit. » Une nouvelle voix se fit entendre de la porte. Vivienne Dubois se tenait là, majestueuse dans son tailleur de créateur. « Sophie, ma chère, je crois qu'il est temps pour vous de partir. » La bouche de Sophie s'ouvrit. « Vivienne, mais je pensais que vous seriez de mon côté. Après tout, nous nous connaissons depuis des années. »« Oui, nous le faisons, » acquiesça Vivienne. « C'est pourquoi je sais exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait à mon fils. Le service de sécurité va vous raccompagner. » Après le départ de Sophie, un silence gêné emplit la pièce. Théo le brisa en demandant « On peut finir l'histoire, monsieur Dubois? Je veux savoir si le prince sauve la situation. » Antoine sourit, se rasseyant. « En fait, dans cette histoire, je crois que c'est le prince qui est sauvé. » Ce soir-là, après que Théo se soit endormi, Aïcha trouva Antoine dans la cafétéria de l'hôpital regardant un café froid. « Je suis désolée pour Sophie, » dit-elle, s'asseyant en face de lui. « C'est moi qui devrais être désolé, » répondit-il. « Vous et Théo ne devriez pas avoir à faire face à tout ce drame. Ce qu'elle a dit, est-ce vrai? Au sujet du contrat prénuptial ?» Antoine hocha lentement la tête. « Après Sophie, je suis devenu paranoïaque. J'ai fait franchir à chaque femme qui a montré de l'intérêt pour moi des obstacles insurmontables, signer des contrats ridicules. C'était ma façon de les repousser avant qu'elles ne puissent me blesser. « Et maintenant ?» demanda doucement Aïcha. « Maintenant ?» Antoine leva les yeux vers elle. « Maintenant, je réalise que j'ai perdu 20 ans à avoir peur. Théo m'apprend plus sur le courage que je n'en ai appris dans toute ma vie. Ce gamin affronte chaque jour avec le sourire, même lorsqu'il a peur. » Aïcha sentit des larmes aux yeux. « Il vous aime, vous savez. Il n'a jamais eu de figure paternelle auparavant. Aïcha. » Antoine tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je sais que c'est compliqué, la presse, les ragots de la société, mon passé, mais quand je suis avec vous et Théo, tout cela n'a pas d'importance. Pour la première fois en 20 ans, je me sens vivant. » Avant qu'Aïcha ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le médecin de Théo. « Madame Diallo ? Nous avons eu une annulation. Nous pouvons opérer Théo demain matin. » La main d'Aïcha se serra autour de celle d'Antoine. « Demain, si tôt ? Il vaut mieux ne pas attendre. Plus tôt nous opérons, meilleures sont ses chances. » Après avoir raccroché, Aïcha regarda Antoine avec des yeux terrifiés. « Et si quelque chose tourne mal ? Et si ?» Antoine se leva et la prit dans ses bras sans se soucier de qui les voyait. « Écoutez, écoutez-moi. Théo est l'enfant le plus fort que je connaisse. Il va s'en sortir. Et vous n'êtes plus seul. Je suis là, ma mère est là, nous sommes tous là pour vous deux. » Dans la chambre d'hôpital, Théo dormait paisiblement, ignorant le drame qui se déroulait autour de lui. Sur sa table de chevet se trouvait une collection de contes de fées, avec un marque-page à l'histoire d'un prince solitaire qui a appris à aimer à nouveau. Et dans la cafétéria, une femme de ménage et un milliardaire s'accrochaient l'un à l'autre, prouvant que parfois les plus belles histoires d'amour ne suivent pas les règles de la société. Vivienne Dubois les observait de la porte de la cafétéria, son cœur s'adoucissant. Peut-être était-il temps pour eux tous de croire à nouveau aux contes de fées. Après tout, pensa-t-elle en regardant son fils sourire pour la première fois depuis des décennies, parfois les choses les plus précieuses de la vie arrivent, déguisées en nos plus grands défis. Le matin de l'opération de Théo arriva avec un mélange d'espoir et de peur. Aïcha n'avait pas dormi de la nuit, assise au chevet de son fils, regardant sa petite poitrine monter et descendre. La chambre d'hôpital était remplie d'animaux en peluche et de cartes des employés de Dubois en fils.
Il semblait que tout le monde dans le bâtiment avait entendu parler de l'état de Théo. « Maman, dit Théo alors que les infirmières le préparaient pour l'opération, as-tu peur ?» Aïcha essaya de sourire à travers ses larmes. « Un peu, mon chéri, mais tu sais quoi? Être courageux ne signifie pas que tu n'as pas peur. Cela signifie faire ce que tu dois faire même quand tu as peur. C'est ce que dit aussi Monsieur Dubois, sourit faiblement Théo. Il dit que je suis la personne la plus courageuse qu'ils connaissent. » La porte s'ouvrit et Antoine entra portant un grand ours en peluche, portant une cape de super-héros. Et j'ai dit chaque mot sincèrement, champion. Le visage de Théo s'illumina. « Vous êtes venu. »« Bien, sûr que je suis venu. Je ne voudrais pas manquer de voir mon gars préféré avant sa grande aventure. » Antoine posa l'ours à côté de Théo. « Voici Super Ours. Il va veiller sur toi pendant l'opération. » Alors que les infirmières venaient emmener Théo au bloc opératoire, Aïcha sentit ses genoux faiblir. Antoine la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber, la maintenant stable pendant qu'il regardait Théo être emmené. « Il va aller bien, » murmura Antoine. « Il le doit. » La salle d'attente était un étrange mélange de personnes. La mère d'Aïcha, Ginette, était assise tranquillement en priant son chapelet. Vivienne Dubois, semblant déplacée dans son tailleur de créateur, faisait les 100 pas. Jean-Pierre Dubois, le frère d'Antoine, était arrivé à la grande surprise de tous. « Petit frère, » dit Jean-Pierre en tirant Antoine de côté, « le conseil pose des questions. Tu as manqué 3 réunions importantes cette semaine. »« Le conseil peut attendre, » répondit fermement Antoine. « C'est plus important. » Jean-Pierre baissa la voix. « Vraiment ? Ou essayes-tu simplement de compenser 20 ans de solitude en jouant à la famille avec une femme de ménage et son enfant ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Sophie entra dans la salle d'attente, suivie d'un groupe de journalistes. « Oh, comme c'est touchant, dit-elle à haute voix. Toute la famille Dubois réunie pour le fils de la femme de ménage. Dites-moi, Antoine, c'est-elle le fonds fiduciaire? Celui qui vous oblige à épouser une personne de statut social convenable pour garder le contrôle de l'entreprise ?» Aïcha, qui se tenait à proximité, sentit comme si on lui avait donné une gifle. « Quel fonds fiduciaire ?» Antoine se tourna vers elle, le visage pâle. « Aïcha, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Sophie sourit. « Que s'il épouse quelqu'un comme vous, il perd le contrôle des parts de vote de Dubois & Fils. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais marié, vous savez. Papa s'est assuré que l'entreprise resterait dans les bons cercles sociaux. Ça suffit. » La voix de Vivienne coupa le chaos. « Sécurité, veuillez faire sortir ces journalistes et Madame Lefebvre immédiatement. » Alors que la sécurité débarrassait la pièce, Aïcha regarda Antoine avec des yeux blessés. « Est-ce vrai ? » ?»« Oui, » admit Antoine. « Mon père a créé le fonds fiduciaire avant sa mort. Il voulait s'assurer que j'épouserais convenablement. Mais Aïcha, ce n'est pas important. »« Ce n'est pas important ?» Aïcha recula d'un pas. « Tu n'as pas pensé que je méritais de savoir ça? Que me rapprocher de moi pouvait te coûter ton entreprise. L'entreprise ne signifie rien comparé à... » Un médecin apparut dans l'embrasure de la porte et tout le monde se tut. « Madame Diallo, Monsieur Dubois, il y a eu une complication. » Le monde d'Aïcha commença à tourner. Elle sentit Antoine essayer de lui saisir le bras, mais elle recula. En ce moment, rien n'importait sauf Théo. Le médecin expliqua que le cœur de Théo était plus faible qu'il ne l'avait prévu. Il devait prendre une décision. Procéder à une intervention plus risquée maintenant, ou attendre et essayer de renforcer sa résistance. « Si nous attendons, » dit doucement le médecin, « il n'y a aucune garantie qu'il devienne assez fort. Mais si nous procédons maintenant, les risques sont importants. » Aïcha se sentait complètement perdue. Comment était-elle censée prendre cette décision? Comment une mère pouvait-elle choisir entre 2 options terrifiantes? « Que feriez-vous » demanda-t-elle au médecin, la voix brisée. « Si c'était votre enfant ?» Le médecin la regarda avec des yeux compatissants. Avec un cœur aussi faible que celui de Théo, attendre pourrait être plus dangereux que de procéder. Mais Madame Diallo, vous devez savoir, cette opération est extrêmement coûteuse. Même avec une assurance, l'argent n'est pas un problème, s'avança Antoine. Faites tout ce qu'il faut pour le sauver. Aïcha se tourna vers Antoine, les larmes coulant sur son visage. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Votre entreprise, écoutez-moi. Antoine prit ses mains dans les siennes. Il y a 20 ans, j'ai laissé les règles de mon père et les attentes de la société me transformer en quelqu'un que je ne voulais jamais être.
J'ai laissé la trahison de Sophie me convaincre qu'être seul était mieux qu'être blessé. Mais ensuite, vous et Théo avez fait irruption dans ma vie, et pour la première fois en 2 décennies, je me suis souvenu de ce que c'est que de vraiment tenir à quelqu'un. Vivienne s'avança, le visage sérieux. Le fonds fiduciaire a été l'idée de mon mari. Il pensait protéger l'héritage de notre famille. Mais en vous regardant ces dernières semaines, Antoine, vous n'avez jamais été plus comme votre père qu'en ce moment. Tout le monde la regarda avec surprise. Votre père a construit cette entreprise de rien parce qu'il se souciait plus des gens que des profits, continua Vivienne. Quelque part en chemin, nous avons oublié ça. Nous nous sommes tellement préoccupés du statut et de la société que nous avons oublié ce qui compte vraiment. Jean-Pierre prit la parole d'un coin. Le conseil n'a pas besoin de savoir tout ça. On peut trouver une solution. Le médecin se racla la gorge. J'ai besoin d'une réponse concernant l'opération. Aïcha regarda Théo à travers la fenêtre des soins intensifs, si petit dans ce grand lit d'hôpital, puis elle regarda Antoine qui avait les larmes aux yeux. « Faites l'opération », dit-elle fermement. « Sauvez mon bébé. » Alors, que le médecin s'empressait de partir, Antoine prit Aïcha dans ses bras. Cette fois, elle ne recula pas. « Quoi qu'il arrive, » murmura-t-il, « nous sommes dans le même bateau. L'entreprise, la société, rien de tout ça n'importe. Vous et Théo, c'est ce qui compte. » Sophie, qui avait réussi à se faufiler de nouveau dans la salle d'attente, regarda cette scène se dérouler avec une expression amère. « Vous allez tous le regretter, » avertit-elle avant de s'enflammer, mais personne ne fit attention à ces menaces. Ils étaient tous concentrés sur les portes du bloc opératoire où, derrière elles, la vie d'un petit garçon était en jeu. Et dans cette salle d'attente d'hôpital, entourée d'un groupe improbable de personnes, l'amour s'avérait plus fort que n'importe quel fonds fiduciaire, plus fort que les attentes sociales, plus fort que 20 années de peur et de solitude. Des heures passèrent dans la salle d'attente. Aïcha fit les 100 pas jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal, puis s'assit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus s'asseoir, puis fit les 100 pas à nouveau. Antoine ne la quitta jamais, lui apportant du café qu'elle ne pouvait pas boire et de la nourriture qu'elle ne pouvait pas manger. Vivienne avait pris en charge le maintien à distance des journalistes, utilisant ses relations sociales pour protéger leur vie privée pendant cette période critique. Mais la menace d'adieu de Sophie n'était pas vide. À minuit, des camions de télévision étaient garés devant l'hôpital, et les médias sociaux bourdonnaient de l'histoire. L'empire Dubois menacé, la romance du PDG avec une femme de ménage met en péril l'avenir de l'entreprise, était tendance en ligne. Jean-Pierre entra dans la salle d'attente, agitant son téléphone. « Antoine, on a un problème. Sophie est allée voir les membres du conseil. Ils ont convoqué une réunion d'urgence pour demain matin. »« Je ne quitte pas cet hôpital, » dit fermement Antoine. « Tu ne comprends pas ?» Jean-Pierre se passa les mains dans les cheveux. Elle leur a montré les documents du fonds fiduciaire. Ils votent pour te destituer de ton poste de PDG. Aïcha, qui avait somnolé sur une chaise inconfortable, se redressa. « Quoi ? Ils ne peuvent pas faire ça. » « Ils le peuvent s'ils pensent qu'Antoine va perdre le contrôle des parts de vote de l'entreprise, » expliqua Jean-Pierre. « Le fonds fiduciaire n'affecte pas seulement l'héritage d'Antoine. Il affecte sa position de PDG. » Antoine se leva, le visage déterminé. « Alors qu'il vote, je ne choisis pas entre l'entreprise et... » Le médecin apparut dans l'embrasure de la porte, et tout le monde se tut. « Madame Diallo, Monsieur Dubois, l'opération est terminée. » Aïcha saisit la main d'Antoine si fort que ses articulations blanchirent. « Est-ce que... » « Théo a survécu à l'opération, » dit le médecin, et tout le monde laissa échapper un souffle qu'il retenait. « Les prochaines 24 heures sont critiques, mais il se battra. Puis-je le voir ?» La voix d'Aïcha se brisa. « Il est en réanimation. Une fois que nous l'aurons transféré aux soins intensifs, vous pourrez lui rendre visite brièvement. 2 personnes à la fois. » Alors que le médecin s'en allait, Aïcha s'effondra dans les bras d'Antoine, pleurant de soulagement. Alors que le médecin s'en allait, Aïcha s'effondra dans les bras d'Antoine, pleurant de soulagement. Jean-Pierre essuya ses larmes avec un mouchoir de luxe, tandis que Ginette poursuivait ses prières, désormais empreintes de gratitude. Jean-Pierre observa cette scène avec des sentiments contradictoires. Antoine, concernant la réunion du conseil d'administration. « Allez à la réunion, » dit soudainement Aïcha se détachant d'Antoine. Tous la regardèrent avec surprise. « Quoi ?
Antoine secoua la tête. Non, je dois rester ici avec toi et Théo. Tu dois te battre pour ton entreprise, insista Aïcha. Théo va aller mieux, mais je ne te laisserai pas perdre tout ce pour quoi tu as travaillé à cause de nous. Vivienne s'avança. Elle a raison, Antoine. Allez à la réunion. Montrez-leur que Sophie Lefebvre et ses manœuvres ne peuvent plus vous contrôler. Je resterai ici avec Aïcha et Théo. Antoine semblait déchiré. Aïcha, allez, dit-elle doucement. Battez-vous pour votre entreprise, puis revenez vers nous. Le lendemain matin, Antoine entra dans la salle du conseil d'administration de Dubois en Fils pour la première fois depuis une semaine. Les membres du conseil étaient assis autour de la table imposante, le visage grave. Sophie Lefebvre était assise dans un coin, un sourire triomphant aux lèvres. « Avant que vous ne commenciez, » Antoine leva la main alors que le président du conseil allait prendre la parole, « j'ai quelque chose à dire. » Il prit une profonde inspiration, pensant à la bravoure de Théo et à la force d'Aïcha. Il y a 20 ans, mon père a bâti cette entreprise sur un principe fondamental, prendre soin des gens. Quelque part en chemin, nous avons perdu de vue cet objectif. Nous nous sommes laissés prendre par le statut social, les fonds fiduciaires et l'opinion des autres. Il regarda chaque membre du conseil dans les yeux. Oui, il y a un fonds fiduciaire. Oui, il est stipulé que je dois épouser une personne de standing social convenable pour conserver le contrôle de l'entreprise. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui rend quelqu'un convenable? Son compte en banque? Ses relations sociales ou son caractère? Sophie Lefebvre se leva. Le fonds fiduciaire est clair. Le fonds fiduciaire, une nouvelle voix intervint depuis l'entrée, était une erreur. Tous se retournèrent pour voir Vivienne Dubois entrer dans la salle du conseil, portant une vieille mallette en cuir. « Maman ?» Antoine était confus. « Vous devriez être à l'hôpital avec… » « La mère d'Aïcha est avec eux, » dit Vivienne. « Ceci est plus important. » Elle ouvrit la mallette et sortit une pile de papiers. « Ce sont les documents originaux de la société, signés par mon mari. Et ceci. » Elle sortit un document en particulier et quelque chose qu'il a écrit la veille de sa mort. Elle commença à lire. « À mon fils Antoine, j'ai bâti cette entreprise en croyant que le succès vient du souci des gens, pas des profits. Le fonds fiduciaire a été mon erreur. J'ai laissé les attentes de la société obscurcir mon jugement. Ne faites pas la même erreur que moi. Aimez qui vous aimez. Laissez-vous guider par votre cœur. L'entreprise suivra. » Un silence régnait dans la salle du conseil. Le sourire triomphant de Sophie Lefebvre avait disparu. « Mesdames et messieurs du conseil, » la voix de Vivienne était forte et claire. « Mon mari a bâti cette entreprise. Le fonds fiduciaire était son seul regret. Allons-nous laisser cette seule erreur détruire tout ce qu'il a construit? Ou allons-nous nous rappeler ce que représente vraiment Dubois & Fils ?» Jean-Pierre, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se leva. « Je propose de clore cette réunion extraordinaire et de maintenir Antoine Dubois au poste de PDG. » Un à un, les membres du conseil commencèrent à hocher la tête. Sophie Lefebvre quitta la salle, furieuse, ses plans anéantis. Antoine serra sa mère dans ses bras. « Pourquoi ne m'avez-vous pas montré cette lettre avant ?»« Parce que, » sourit Vivienne tristement, « vous n'étiez pas prêt à l'entendre, mais en vous voyant avec Aïcha et Théo, vous devenez enfin l'homme que votre père a toujours su que vous pouviez être. » Le téléphone d'Antoine vibra. « Un SMS d'Aïcha. Théo est réveillé. Il demande à te voir. » Regardant les membres du conseil, Antoine ajusta sa cravate. « Si vous me le permettez, il y a un petit garçon courageux qui m'attend à l'hôpital. » Alors qu'il sortait, Vivienne s'adressa au conseil. « Mon fils est amoureux d'une femme de ménage qui possède plus de dignité, de grâce et de force que la plupart des femmes de la haute société que je connais. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut me le faire savoir. » Personne n'osa contredire Vivienne Dubois. Et alors qu'Antoine se précipitait vers l'hôpital, vers Aïcha et Théo, il comprit enfin ce que son père avait voulu dire. Le succès ne concernait pas l'argent ou le statut. Il s'agissait d'avoir le courage d'aimer, de prendre soin des autres, de faire passer les gens en premier. Dans la chambre d'hôpital, Théo était somnolent mais souriant. « Monsieur Dubois, » dit-il faiblement, « le prince dans l'histoire. A-t-il eu sa fin heureuse ?» Antoine regarda Aïcha qui tenait la main de Théo et sourit. « Je crois qu'il est sur le point de l'avoir, mon champion. Je crois qu'il est sur le point de l'avoir. » La convalescence de Théo fut lente,
mais régulière. La chambre d'hôpital était devenue une seconde maison, Aïcha partageant son temps entre le chevet de son fils et son travail de ménage, qu'elle insistait pour garder malgré les protestations d'Antoine. « Je dois travailler. » Lui, dit-elle un soir alors qu'il partageait une tasse de café à la cafétéria de l'hôpital. « Pas seulement pour l'argent, mais pour moi. Je ne peux pas être la femme de ménage qui a eu de la chance avec l'homme riche. Je dois être moi-même. » Antoine comprenait, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Elle était épuisée, essayant de tout concilier. Des cernes s'étaient formées sous ses yeux, et elle avait maigri en sautant des repas pour passer plus de temps avec Théo. « Au moins, laissez-moi engager quelqu'un pour vous aider à votre appartement, » suggéra-t-il. « Quelqu'un pour cuisiner et nettoyer pendant que vous êtes ici avec Théo. » Antoine. Aïcha sourit fatiguée. « Vous payez déjà les factures d'hôpital de Théo. Je ne peux pas accepter plus. »« Acceptez-le comme un cadeau pour Théo, » dit-il. « Il a besoin que sa maman soit en bonne santé et forte. » Avant qu'Aïcha ne puisse protester davantage, Ginette entra dans la cafétéria, le visage pâle. « Aïcha, Théo fait une sorte de crise. » Ils se précipitèrent dans la chambre de Théo, où médecins et infirmières travaillaient déjà, frénétiquement. Aïcha essaya d'entrer, mais une infirmière la retint. « S'il vous plaît, » supplia Aïcha, « il a besoin de moi. Laissez-les travailler. » Puis Antoine la serra dans ses bras alors qu'elle se débattait. « Laissez-les l'aider. » Les minutes semblèrent des heures, alors qu'ils attendèrent dans le couloir. Vivienne arriva, étant venue à l'hôpital pour une réunion du conseil d'administration d'une œuvre caritative. Elle jeta un coup d'œil à la situation et prit les choses en main, obtenant des mises à jour du personnel médical et éloignant les curieux. Enfin, le médecin sortit, le visage grave. « Madame Diallo, nous l'avons stabilisée, mais je suis inquiet. Son corps montre des signes de rejet de la procédure que nous avons effectuée. » Qu'est-ce que cela signifie? La voix d'Aïcha tremblait. Cela signifie que nous devons envisager une autre intervention chirurgicale, une intervention plus importante. Mais étant donné sa faiblesse, le médecin hésita. Étant donné sa faiblesse, quoi? Demanda Antoine. Les chances de survie seraient significativement plus faibles que lors de la première opération. Les jambes d'Aïcha cédèrent. Antoine la rattrapa, l'aidant à s'asseoir sur une chaise. Ginette se remit à prier, ses chapelets cliquetant doucement. Vivienne s'avança. « Quelles sont ses chances sans l'opération » Le médecin secoua la tête. « Son état continuera de se détériorer. Sans intervention, il lui reste peut-être un mois. » Aïcha se couvrit le visage de ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Regardez-moi, » dit-il doucement. « Souvenez-vous de ce que vous avez dit à Théo avant sa première opération? Être courageux ?» Aïcha hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Eh bien maintenant, c'est notre tour d'être courageux, pour lui. » À ce moment-là, ils entendirent la voix faible de Théo venant de la chambre. « Maman? Monsieur Dubois ?» Ils se précipitèrent à l'intérieur pour le trouver réveillé, paraissant petit et pâle sur les draps blancs de l'hôpital. Super Ours, l'animal en peluche qu'Antoine lui avait donné, était serré fermement dans ses bras. « Salut, champion !» Antoine essaya de paraître joyeux. « Tu nous as fait sacrément peur. » Théo regarda leurs visages inquiets et sembla comprendre plus qu'un enfant de 8 ans ne devrait le faire. « Vais-je mourir? »« Non, mon chéri. » Aïcha s'assit au bord de son lit, lui lissant les cheveux. « Tu ne vas pas mourir. Les médecins doivent juste faire une autre opération pour te soigner. »« Comme dans les histoires ?» demanda Théo. « Ou le héros doit faire face à un dernier grand défi. » Antoine s'assit de l'autre côté du lit. « Exactement comme ça. Et tu sais quoi? Les héros gagnent toujours à la fin. » Théo resta silencieux un instant, puis regarda Antoine. « Si je vais mieux, épouseras-tu ma maman? Alors tu pourras être mon père pour de vrai. » La pièce tomba silencieuse. Aïcha se figea, tandis que Vivienne et Ginette échangeaient. Des regards pour Antoine regarda Aïcha, puis Théo. « Aimerais-tu ça, champion ?» Théo hocha la tête. « Tu fais sourire, maman. Et tu racontes les meilleures histoires. Et... » Sa voix s'affaiblit. « Je n'ai jamais eu de père auparavant. » Aïcha se remit à pleurer, mais cette fois avec un mélange de joie et de peur. Antoine tendit la main par-dessus le lit et prit sa main. « Écoute, » dit-il à Théo, « concentre-toi sur le fait de devenir plus fort pour cette opération.
Et quand tu iras mieux, nous parlerons de faire de nous une vraie famille. Accord? Théo sourit faiblement. Accord. Ce soir-là, après que Théo se soit endormi, Antoine retrouva Aïcha dans la chapelle de l'hôpital. Elle était assise au fond, regardant les bougies vacillantes. « Je suis désolé pour ce que Théo a dit », commença-t-elle. « Ne le sois pas. » Antoine s'assit à côté d'elle. Il a dit ce à quoi je pense depuis des semaines. Aïcha se tourna pour le regarder. « Antoine, tu ne peux pas... » »« Pourquoi pas? Parce que tu es une femme de ménage, à cause de ce que la société dira. » « Aïcha, j'ai passé 20 ans à laisser les attentes des autres contrôler ma vie. J'en ai fini avec ça. Ce n'est pas seulement ça. » Aïcha essuya ses yeux. « Et si Théo ne s'en sortait pas? Et si nous faisions tous ces plans et... » Antoine la prit dans ses bras. « Alors nous affronterons ça ensemble aussi. Mais Théo est fort, c'est un combattant. Et il a quelque chose pour lequel se battre maintenant. Un avenir, une famille, nous tous. » Dehors, Vivienne surprit leur conversation. Elle sortit son téléphone et passa un appel. « Docteur Reynolds, c'est Vivienne Dubois. J'ai besoin que vous me trouviez le meilleur chirurgien cardiaque pédiatrique du pays. L'argent n'est pas un problème. Nous avons un petit garçon qui a besoin d'un miracle. » En raccrochant, elle regarda par la porte de la chapelle son fils et Aïcha. Il y a 20 ans, elle avait contribué à pousser Antoine vers une vie de solitude à cause des attentes sociales. Maintenant, en le voyant tenir cette femme forte et aimante qui avait bouleversé son monde, Vivienne réalisa que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent dans des paquets inattendus. Dans son lit d'hôpital, Théo dormait paisiblement. Super Ours blotti sous son bras. Sur sa table de chevet, le livre de contes d'Antoine était ouvert sur une nouvelle histoire, celle d'un petit garçon dont le cœur courageux a réuni une famille improbable et leur a appris à tous la vraie signification de l'amour. La nouvelle s'est répandue rapidement dans les cercles sociaux parisiens que Vivienne Dubois faisait appel à ses relations, contactant toutes ses connaissances médicales. La femme qui avait autrefois été si préoccupée par le maintien de son statut social se concentrait désormais sur une seule chose, sauver son futur petit-fils. Le docteur James Morrison arriva de l'hôpital des enfants de la Timone, Marseille, 3 jours plus tard. Il était connu comme le faiseur de miracles de la chirurgie cardiaque pédiatrique, avec un taux de réussite qui semblait presque impossible. En examinant les dossiers de Théo, son visage resta professionnellement neutre. « L'intervention est risquée », expliqua-t-il à la famille anxieuse réunie dans la salle de consultation. « Mais j'ai déjà traité des cas similaires. La clé, c'est le timing. Nous avons besoin que Théo soit aussi fort que possible avant d'opérer. »« Combien de temps ?» demanda Aïcha, serrant la main d'Antoine. « 2 semaines, dit le docteur Morrison. Nous allons le mettre sous un nouveau régime médicamenteux pour renforcer sa force. Si tout va bien, nous opérerons alors. » Sophie Lefebvre, qui était restée étrangement silencieuse depuis la réunion du conseil, choisit ce moment pour agir. Elle convoqua une conférence de presse sur les marches de Dubois en fils. « Je parle aujourd'hui en tant que personne qui connaît Antoine Dubois depuis plus de 20 ans, dit-elle aux caméras. Sa relation avec cette femme de ménage n'est rien d'autre qu'une tentative mal avisée de se rebeller contre les attentes de sa famille. Et maintenant, la vie d'un enfant innocent est mise en danger pour cette romance. » La nouvelle a atteint l'hôpital via la télévision dans la chambre de Théo. Aïcha essaya rapidement de changer de chaîne, mais Théo l'avait déjà vue. « Cette femme a-t-elle raison ?» demanda-t-il doucement. « Suis-je malade parce que M. Dubois essaie de nous aider ?»« Non, mon chéri. » Aïcha s'assit sur son lit. « Tu es malade parce que parfois les cœurs ont besoin d'aide supplémentaire pour bien fonctionner. Mais tu as tellement de gens qui t'aiment et qui se battent pour te faire aller mieux. » Antoine, qui regardait depuis l'entrée, entra. « Ta maman a raison, champion. Et tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi. » Il sortit son téléphone et montra à Théo une vidéo. Tout le personnel de Dubois Homme Fils, des cadres au personnel de nettoyage, s'était rassemblé dans le hall d'entrée. Un à un, ils tenaient des pancartes. « Bon rétablissement, Théo. Nous nous battons tous avec toi. Tu es notre héros. » Le visage de Théo s'illumina. « Ils ont fait ça pour moi. » « Ils l'ont certainement fait, » sourit Antoine. « Et regardez qui a organisé ça. » La vidéo montrait Vivienne Dubois dirigeant les gens où se placer, s'assurant que les pancartes de chacun étaient visibles. Elle avait même convaincu les membres du conseil de participer. « Ta grand-mère a fait ça ?» demanda Théo, puis se couvrit rapidement la bouche,
réalisant ce qu'il avait dit. Antoine et Aïcha échangèrent des regards surpris. C'était la première fois que Théo appelait Vivienne sa grand-mère. Vivienne elle-même entra à ce moment-là, portant un grand sac cadeau. « Ai-je entendu mon nom ?» Théo semblait nerveux, mais Vivienne sourit chaleureusement. « Je t'ai apporté quelque chose de spécial. » Elle sortit une magnifique couverture tricotée à la main. « Je l'ai faite moi-même. Je tricotais quand Antoine était petit, mais je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai pensé que tu aimerais ça pour ton lit d'hôpital. » Aïcha regarda avec étonnement Vivienne Dubois, reine de la haute société parisienne, enveloppée soigneusement, Théo de la couverture. La femme qui l'avait autrefois méprisée traitait maintenant son fils comme un membre précieux de la famille. « Merci. »« Grand-mère, » dit Théo doucement. Les yeux de Vivienne se remplirent de larmes. Elle embrassa le front de Théo et sortit précipitamment de la pièce, submergée par l'émotion. Dans le couloir, elle croisa Sophie Lefebvre, qui avait réussi à passer le service de sécurité de l'hôpital. « Vraiment, Vivienne ?» La voix de Sophie Lefebvre dégoulinait de mépris. Jouer les grands-mères pour l'enfant de la femme de ménage? Qu'est-il arrivé au maintien de notre position sociale? Vivienne se redressa. « Qu'est-il arrivé? » Je me suis réveillée. « Sophie, j'ai passé 20 ans à regarder mon fils être malheureux à cause de règles et d'attentes qui ne signifiaient rien. Puis cet enfant magnifique et sa mère incroyable sont entrés dans nos vies et nous ont montré ce qui compte vraiment. La presse s'amuse beaucoup avec ça, avertit Sophie Lefebvre. Vos amis de la haute société rient dans votre dos. Laissez-les rire, dit Vivienne fermement. Je préfère être heureuse avec ma famille que misérable avec mon statut. Maintenant, sortez de cet hôpital avant que je ne fasse intervenir le service de sécurité, encore une fois, travaillant sur son ordinateur portable. La scène semblait si naturelle, si juste, que Vivienne s'arrêta sur le seuil pour observer. « Monsieur Dubois. » La voix de Théo était endormie. « Vous serez là pour mon opération ? Des bœufs sauvages ne pourraient pas m'en empêcher. Champion, promit Antoine. Et après, vous serez encore là après que je sois guéri ? Antoine regarda Aïcha, qui essayait de ne pas pleurer à nouveau. « Théo, quand tu seras guéri, nous allons former une vraie famille, tous ensemble. C'est une promesse. » Même grand-mère Vivienne ? Surtout grand-mère Vivienne, sourit Antoine. Elle planifie déjà Noël au manoir. Théo bâilla ses rangs super-ours. Bien, parce que je crois qu'elle a besoin de nous aussi. Elle a l'air heureuse quand elle est ici, comme maman quand vous êtes là. Alors que Théo s'endormait, Aïcha s'appuya contre Antoine. Quand est-ce que nos vies sont devenues si compliquées? Le jour où tu es entré en collision avec moi dans ces toilettes, Antoine lui embrassa le front. Meilleure collision de ma vie. Vivienne, toujours debout sur le seuil, s'essuya les yeux. Sophie avait raison sur un point. Leur cercle social bruissait de ragots. Mais en observant son petit-fils avec sa nouvelle famille, Vivienne réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi heureux, aussi épanoui. Les 2 semaines à venir seraient cruciales. Théo devait prendre des forces pour l'opération, et il restait des batailles à mener. Sophie n'avait pas fini de semer le trouble, et certains membres du conseil d'administration grommelaient encore à propos de la situation. Mais dans cette chambre d'hôpital, sous une couverture tricotée à la main avec l'amour d'une grand-mère, un petit garçon dormait paisiblement, entouré de gens qui déplaceraient ciel et terre pour le sauver. Et parfois, c'est toute la force dont un cœur a besoin pour continuer à se battre. Les 2 semaines précédant l'opération de Théo leur parurent les plus longues de leur vie. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles inquiétudes, mais aussi des moments de joie inattendus. Les médicaments semblaient agir. Théo avait meilleure mine et plus d'énergie. Il réussissait même à s'asseoir et à jouer à des jeux de société avec Antoine pendant de courtes périodes. Sophie n'avait pas abandonné sa campagne contre leur relation. Elle s'était rendue à tous les magazines People de la ville, dépeignant Aïcha comme une chasseuse d'or, qui utilisait son enfant malade pour piéger Antoine. Mais ses plans se retournèrent contre elle lorsqu'un journaliste décida d'approfondir l'histoire. L'article qui parut racontait une histoire différente, la véritable histoire derrière la romance de Dubois. Il détaillait les années où Aïcha avait cumulé 2 emplois pour subvenir aux besoins de Théo, son refus d'accepter la charité et son insistance à conserver son travail de ménage même après l'arrivée d'Antoine dans leur vie. L'article se terminait par une citation d'un membre du conseil d'administration de Dubois en fils. « En 20 ans, je n'ai jamais vu Antoine Dubois sourire. Maintenant,
Il illumine toutes les pièces où il entre. La réaction du public fut immense. Des lettres et des cadeaux commencèrent à affluer à l'hôpital pour Théo. Des enfants de toute la ville lui envoyèrent des dessins et des cartes de vœux. L'histoire du milliardaire et de la femme de ménage qui avait trouvé l'amour en s'occupant d'un enfant malade avait conquis les cœurs. Vivienne, à la surprise générale, était devenue la protectrice la plus acharnée de Théo. Elle avait pris un congé de ses comités mondains pour passer plus de temps à l'hôpital. Les dames de la haute société, qui étaient autrefois ses amies les plus proches, furent choquées de la voir porter les mêmes vêtements 2 jours de suite, dormir sur une chaise d'hôpital, apprenant à Théo à jouer aux échecs. « Mère, vous n'avez pas besoin de rester ici tout le temps, » dit Antoine un soir, la trouvant en train de tricoter une autre couverture dans la chambre de Théo pendant que le garçon dormait. « Si, c'est nécessaire, » répondit Vivienne sans lever les yeux de son tricot. « J'ai gaspillé 20 ans de ta vie à me soucier de ce que les autres pensaient. Je ne perdrai pas une seule minute de la sienne. » Aïcha, qui prenait une pause rare pour prendre une douche et se changer à la maison, revint trouver Vivienne en train d'apprendre à Théo à jouer au gin rami. « Et voilà, mon cher petit-fils, comment on gagne aux cartes ?» dit Vivienne triomphalement, posant sa main. « Pas juste, » rit Théo. « Vous jouez depuis plus longtemps que je ne suis vivant. »« Eh bien, alors je vais devoir te révéler tous mes secrets, » fit Vivienne en lui clin d'œil. « Je ne peux pas laisser mon petit-fils ne pas savoir jouer correctement aux cartes. » La nuit précédant l'opération, aucun d'eux ne pouvait dormir. Théo était silencieux, serrant Super Ours et la couverture que Vivienne lui avait faite. Antoine avait apporté un petit lecteur DVD et il regardait tout le film de super-héros préféré de Théo. « Et si ?» La petite voix de Théo brisa le silence. « Et si je ne me réveille pas ?» Aïcha commença à protester, mais Théo continua. « J'ai entendu les médecins parler. Ils ont dit que c'était vraiment risqué. » Antoine mit le film sur pause et s'assit au bord du lit. « Puis-je te dire un secret, champion? Tout le monde a peur parfois, même les super-héros. Mais sais-tu ce qui rend quelqu'un vraiment courageux ?» Théo secoua la tête. « Avoir peur, mais faire quand même ce qui doit être fait, tout comme ta mère le fait tous les jours, tout comme tu le fais en ce moment. Tu sais, » ajouta Vivienne de sa chaise, « que ton père avait aussi peur il y a 20 ans. Il avait tellement peur d'être blessé qu'il a construit des murs autour de son cœur. Mais ensuite, toi et ta mère êtes arrivés, et vous lui avez appris à être à nouveau courageux. » Théo regarda Antoine. « Est-ce vrai? Avais-tu peur? » « Terrifié, » admit Antoine. « Mais toi et ta mère m'avaient montré que certaines choses valent la peine d'avoir peur. L'amour vaut la peine d'avoir peur. » Aïcha essuya des larmes. « Et sais-tu quoi d'autre? Tu as quelque chose que ces super-héros dans le film n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Vous nous avez tous. Moi, ton père, grand-mère Vivienne, grand-mère Ginette. Nous sommes tous là, nous nous battons avec toi. Et demain, quand tu iras dans cette salle d'opération, nous serons tous juste à l'extérieur, t'envoyant notre force. » Le docteur Morrison entra pour un dernier examen avant l'opération. Il trouva toute la famille entassée sur le lit de Théo, finissant le film de super-héros. Au lieu de leur dire de partir, il tira une chaise et regarda la fin avec eux. Alors que le générique défilèrent, Sophie apparut sur le seuil. Tout le monde se tendit, mais elle leva les mains. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, » dit-elle doucement. « J'ai vu l'article. À propos de tout ce que vous avez traversé, Aïcha. Et Théo, » elle prit une profonde inspiration. « J'ai apporté quelque chose. » Elle sortit un vieil album photo. Ce sont des photos du père d'Antoine, lorsqu'il était à l'hôpital, juste avant sa mort. Il avait peur aussi, mais il n'a jamais abandonné. J'ai pensé que Théo aimerait peut-être les voir, savoir qu'avoir peur, c'est normal. Vivienne se leva et prit l'album. Pendant un instant, tout le monde pensa qu'elle pourrait le lancer à Sophie. Au lieu de cela, elle l'ouvrit et s'assit à côté de Théo. « Regarde, » dit-elle doucement, « c'est ton grand-père. Il t'aurait tellement aimé. » Sophie s'éclipsa tranquillement, mais pas avant qu'Antoine ne croise son regard, et ne hoche la tête. Ce n'était pas exactement du pardon, mais c'était quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Cette nuit-là, aucun d'eux ne quitta la chambre de Théo. Aïcha était allongée à côté de lui dans le lit étroit de l'hôpital, tandis qu'Antoine était assis sur une chaise en leur tenant la main. Vivienne et Ginette priaient et racontèrent des histoires à tour de rôle. Au lever du soleil, projetant une douce lueur rose à travers la fenêtre de l'hôpital,
Théo regarda sa famille improbable, la femme de ménage qu'il avait élevée seule, le milliardaire qui avait appris à aimer à nouveau, la grand-mère mondaine qui avait troqué ses costumes de créateur contre des chaises d'hôpital, et la grand-mère biologique qui n'avait jamais cessé de croire au miracle. « Je suis prêt », dit-il doucement. Les infirmières vinrent le conduire à la chirurgie. Alors qu'elles le poussaient dans le couloir, Antoine et Aïcha marchant à côté, Théo serra Super Ours fort. « Souviens-toi », appela Antoine en arrivant aux portes de la salle d'opération. « Les super-héros gagnent toujours à la fin. » Théo réussit à sourire courageusement avant de disparaître derrière les portes. Venait maintenant la partie la plus difficile, l'attente. Aïcha se tourna vers Antoine, le visage se froissant. Il la serra dans ses bras, tandis que Vivienne et Ginette les rejoignaient. « Il va s'en sortir, » dit Vivienne fermement. « Il le doit. Il est un Dubois maintenant. » Et ainsi commença l'attente, avec 4 personnes d'univers très différents, unies par leur amour pour un petit garçon courageux dont le cœur les avait tous réunis. L'opération devait durer 6 heures. À la 7e heure, Aïcha était pratiquement en train de faire un trou dans le sol de la salle d'attente à force de faire les 100 pas. Antoine avait essayé de la faire manger quelque chose, mais la nourriture était la dernière chose à laquelle quiconque pensait. Vivienne ne cessait de regarder sa montre, tandis que Ginette serrait son chapelet, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Pourquoi ça prend autant de temps? La voix d'Aïcha était rauque à force de pleurer. Pourquoi ne nous ont-ils rien dit? Antoine la prit dans ses bras. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Cela signifie qu'ils sont minutieux. La salle d'attente s'était remplie tout au long de la journée. Les employés de Dubois en Fils s'étaient arrêtés pendant leur pause déjeuner. Même certains membres du conseil d'administration étaient venus pour témoigner de leur soutien. Sophie avait laissé des fleurs avec une carte qui disait « Simplement, soyez courageux ». Enfin, après 9 heures exténuantes, le docteur Morrison apparut sur le seuil. Son masque chirurgical était autour de son cou et il avait l'air épuisé. Tout le monde retint son souffle. « Théo a survécu à l'opération, » dit-il, et la pièce éclata en larmes de joie, mais il leva la main. « Les 24 prochaines heures sont cruciales. Son cœur est faible, mais il bat tout seul. C'est un très bon signe. »« Quand pourrons-nous le voir ?» demanda Aïcha. « Il est maintenant en phase de récupération. Une fois que nous l'aurons transféré aux soins intensifs, vous pourrez lui rendre brièvement visite. 2 à la fois, comme avant. » Alors qu'ils attendirent de voir Théo, Antoine mit Aïcha de côté. « J'ai besoin de te demander quelque chose. Maintenant ?» Aïcha regarda vers les portes des soins intensifs. « Oui, maintenant. Parce que je ne veux pas perdre une minute de plus. » Antoine se mit à genoux, sortant une petite boîte de sa poche. La salle d'attente se tut. « Aïcha Diallo, toi et Théo êtes entrés dans ma vie et avez réveillé un cœur que je pensais mort depuis 20 ans. Tu m'as appris que le véritable amour ne concerne pas le statut social ou les comptes bancaires. Il s'agit d'être là l'un pour l'autre, de se battre ensemble, d'avoir peur ensemble, d'être courageux ensemble. » Les mains d'Aïcha se portèrent à sa bouche alors qu'Antoine ouvrait la boîte, révélant une bague en diamant simple mais élégante. « Je ne veux plus attendre. Je me fiche de ce que dit la société ou de ce qu'écrivent les colonnes de Potin. Je t'aime. J'aime Théo. Veux-tu m'épouser ?» Avant qu'Aïcha ne puisse répondre, une infirmière surgit des portes des soins intensifs. « Madame Diallo, Monsieur Dubois, Théo est réveillé et il vous demande ?» Tenant toujours la boîte à bagues, Antoine prit la main d'Aïcha et ils se précipitèrent dans la chambre de Théo. Ils le trouvèrent groggy mais éveillé. Super Ours serré faiblement dans ses bras. « Lui as-tu déjà demandé ?» La voix de Théo était à peine un murmure. Antoine rit à travers ses larmes. « Tu savais pour ça ?»« Grand-mère Vivienne m'a aidé à choisir la bague, » sourit Théo faiblement. « Elle a dit qu'elle devait être parfaite pour ma mère. » Aïcha regarda Vivienne, qui regardait de l'entrée avec des larmes aux yeux. « Alors ?» demanda Théo. « Qu'as-tu dit ?» Aïcha regarda Antoine, toujours à genoux à côté du lit de Théo, lui tendant toujours la bague. Elle regarda son fils, si courageux et fort. Elle regarda Vivienne, qui était devenue la mère qu'elle n'avait jamais eue. Elle regarda sa propre mère, Ginette, rayonnante de joie. « Oui » murmura-t-elle. Puis plus fort, « Oui ». Antoine glissa la bague à son doigt, et Théo réussit à pousser un faible cri de joie. Vivienne embrassa Ginette, les 2 femmes versant des larmes de joie. « Maintenant, nous allons vraiment former une famille », dit Théo avant de s'endormir, un sourire sur le visage. «
Les semaines suivantes furent un tourbillon. Théo prenait des forces chaque jour, étonnant ses médecins par sa guérison. La presse s'emballa avec les nouvelles des fiançailles, mais cette fois les histoires étaient festives. Un conte de fées moderne, titrait un journal. L'amour triomphe chez Dubois & Fils, titrait un autre. Sophie envoya un cadeau. Surprenant, un album souvenir qu'elle avait gardé de son temps avec Antoine, avec une note qui disait « Je me suis trompée. Cela appartient maintenant à votre famille. Votre histoire d'amour est meilleure que la nôtre ne l'a jamais été. » 2 mois plus tard, Théo était assez fort pour quitter l'hôpital. Vivienne avait insisté pour qu'ils emménagent tous au manoir du Bois pendant sa convalescence. « Mon petit-fils a besoin d'espace pour courir une fois qu'il sera plus fort », avait-elle déclaré, ne supportant aucune contradiction. Le jour où ils ramenèrent Théo à la maison, tout le personnel de Dubois & Fils avait décoré les grilles du manoir avec des ballons et des pancartes de bienvenue. Théo était dans la voiture d'Antoine, saluant comme une célébrité. Ce soir-là, après que Théo eut été installé dans sa nouvelle chambre, que Vivienne avait décoré d'affiches de super-héros et d'un mini-panier de basket pour lorsqu'il serait plus fort, la famille se rassembla dans le salon. « Je crois qu'il est temps d'une histoire », dit Antoine, sortant le livre de contes de fées qui avait été leur compagnon pendant leur séjour à l'hôpital. « Puis-je la raconter cette fois ?» demanda Théo. Tout le monde s'installa. Pour écouter Théo commencer, il était une fois un prince solitaire qui avait enfermé son cœur, mais ensuite, il a rencontré une belle femme de ménage et son fils courageux, qui lui ont appris à aimer à nouveau. Ils ont fait face à de nombreux défis, des opérations effrayantes, des femmes méchantes qui ont essayé de causer des problèmes, et des règles qui disaient que les princes ne pouvaient pas épouser des femmes de ménage. Mais l'amour a gagné à la fin, rajouta Aïcha, serrant la main d'Antoine. Parce que l'amour gagne toujours, dit Vivienne fermement, quand il est réel. Ginette essuya ses yeux. Et ils ont tous vécu heureux pour toujours? Théo regarda sa famille, sa mère qui n'avait jamais abandonné, son nouveau père qui avait appris à aimer à nouveau, sa grand-mère Vivienne qui avait troqué les règles de la société contre des histoires au coucher, et sa grand-mère Ginette qui avait toujours cru au miracle. Non, dit Théo pensivement, ils n'ont pas seulement vécu heureux pour toujours, ils ont vécu honnêtement pour toujours, parce que le véritable amour ne consiste pas à être heureux tout le temps. Il s'agit d'être là l'un pour l'autre, même lorsque les choses sont effrayantes ou difficiles. Antoine serra Théo et Aïcha contre lui. Vivienne et Ginette se joignirent à la grande étreinte. Dehors, le soleil se couchait sur Paris. Dans les hôpitaux et les salles de conseil, les salles de bain et les bals, des histoires d'amour commençaient et finissaient. Mais au manoir du Bois, une famille qui avait été réunie par hasard, cimentée par l'amour et fortifiée par l'adversité, commençait tout juste son prochain chapitre. Et quelque part, dans une chambre d'hôpital désormais, vide, une pancarte était toujours accrochée au mur. Les héros existent en toute taille. À côté, se trouvait le dessin d'un enfant représentant une famille, une femme de ménage, un homme d'affaires, 2 grands-mères et un petit garçon tenant un ours en peluche dans une cape de super-héros. Parfois, les meilleurs contes de fées sont ceux qui ne suivent pas les règles. Parfois, les cœurs les plus forts sont ceux qui ont été brisés et guéris. Et parfois, les plus belles histoires d'amour commencent aux endroits les plus inattendus, comme une rencontre fortuite dans des toilettes hommes entre un milliardaire solitaire et une femme de ménage au cœur d'orphelin.